Derrière chaque coup droit fulgurant, derrière chaque titre, une question. Et si tout n'était qu'une illusion? Le dopage dans tous les sports est un sujet qui dérange, et il est temps de rétablir la vérité. Nombre d'athlètes ne résistent pas à la tentation et franchissent la ligne rouge malgré les risques pour leur santé et leur carrière. Et malheureusement, le dopage n'épargne aucun sport, ni même le tennis. Et les substances pour tricher et améliorer ses performances sont nombreuses. Testostérone, EPO, transfusion sanguine, anabolisants, tout y passe, sans aucune pitié pour la concurrence. Et comme la lutte contre le dopage est plutôt récente, la science qui permet aux athlètes de se doper a toujours un coup d'avance sur les contrôles. Le tennis, lui, n'échappe pas au dopage. De la méthamphétamine d'André Agassi au Clostable de Yannick Sinner, nombreux sont les contrôles positifs, même pour les plus grands champions. Évidemment, chaque cas est différent, mais le dopage reste un sujet complexe, voire tabou, où la limite entre produits interdits et produits autorisés se veut très fine. Une limite qui nous interroge, avec des pratiques autorisées comme les injections d'anesthésiants de Nadal qui lui ont permis de remporter son 14e Roland-Garros, ou le caisson hyperbar de Djokovic, une merveille qui lui permet de récupérer plus rapidement. Et malheureusement, l'histoire nous a montré que les cadors, les champions de leur discipline, avaient pu être protégés par les instances en faisant passer leur suspension pour une blessure, ou pire, mettre sous le tapis une prise de substances dopantes. Alors, des grands champions ou des tricheurs professionnels? Des athlètes de haut niveau ou des pharmacies ambulantes? Des légendes ou des manipulateurs? Pour être le plus complet, nous avons fait appel à un professionnel du domaine, Dorian Martinez, qui a été le premier à créer un label antidopage pour les compléments alimentaires et qui a éclairé nos zones d'ombre. Disclaimer, on n'est pas médecin, on a essayé de faire un maximum de recherches sur le sujet, on est juste des passionnés de tennis et on aimerait que notre sport soit clean avec une bonne image, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Et il faut garder cet esprit critique et avoir un regard impartial sur ce sujet. La vérité sur le dopage, c'est maintenant. Commençons par les bases et on va y aller progressivement dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Qu'est-ce que le dopage? Pour reprendre la définition de l'Agence mondiale antidopage, le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage. L'Agence mondiale antidopage qui a été créée en 1999, c'est l'organisation qui définit les règles et pratiques de la lutte contre le dopage. Et le Code mondial antidopage qui est le document qui harmonise les règlements antidopage des organisations sportives dans le monde, il précise les 11 types de violations des règles antidopage. Et voici les 11 violations des règles antidopage, la plus connue étant la première, avec la présence d'une substance interdite dans un échantillon fourni par le sportif. On retrouve aussi en troisième le refus de se soumettre au contrôle, ou encore en 6, la possession d'une substance ou méthode interdite. Parce qu'un sportif ou son personnel d'encadrement qui possède la substance interdite, c'est du dopage, à moins que ce soit dans le cadre d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, mais on y reviendra. Donc si l'une ou plusieurs de ces violations est avérée, c'est du dopage. Et quand on parle de dopage, il y a une notion centrale pour tous les athlètes, c'est la responsabilité objective. La responsabilité objective, ça veut dire que chaque sportif est responsable de ce qui se trouve dans son corps, et donc de ce qu'on peut détecter lors d'un contrôle. Par conséquent, peu importe que le sportif ait eu l'intention de se doper ou non, si une substance interdite est retrouvée dans ses analyses, alors c'est du dopage. D'où l'immense importance pour eux de s'assurer que chaque médicament, produit, complément alimentaire ou autre qu'ils consomment ne contient pas de substance interdite. Sinon, il y a sanction et ça peut faire mal. Très très mal, ça peut ruiner une carrière. Ces sanctions, on en a plusieurs, elles sont énoncées par le Code mondial antidopage et ça peut aller de l'annulation du résultat de la compétition où l'athlète a été testé positif à la suspension à vie. La sanction dépend du jugement du tribunal indépendant qui a géré l'affaire et si l'athlète a réussi à prouver qu'il a fait tout son possible pour éviter la violation de règles qui lui est reprochée. Voilà, on a les bases du dopage, mais alors pourquoi tant d'athlètes y ont recours? Est-ce par souci d'inégalité génétique? En observant, on s'aperçoit qu'il y a des sportifs qui ont une génétique qui leur donne un avantage, on va dire, physique dès le départ. Ça, c'est certain. Certaines personnes vont aller vers la facilité du dopage en disant « mais moi, je suis pas assez grand, assez rapide », mais ils vont pas exploiter toutes les pistes à leur disposition, comme la nutrition, le sommeil, la préparation mentale qui est sous-estimée, sous-exploitée, et ça a des apports bénéfiques monstrueux. Et donc, voilà, on a des joueurs qui parfois, par facilité, par excuse, disent bon, ben voilà, j'ai besoin de prendre des produits ou autre parce que ouais, j'ai pas la chance de faire 1m90, il faut que... Non, c'est pas une excuse recevable. Et ça tombe bien, parce que le dopage sur le papier, il sert à améliorer les performances. Alors, vous allez me dire... Joris, augmenter les performances, c'est large et très très vague. Absolument, mais un grand nombre d'études ont prouvé que les substances dopantes ont un réel effet sur la masse musculaire, ou sur l'endurance, ou sur le rythme cardiaque, ou d'autres facteurs qu'on peut booster simplement en consommant un produit. Et en fonction des sports, des effets bien différents peuvent être recherchés. Par exemple, quand on recherche plus de puissance, on peut augmenter le volume du muscle en prenant des hormones de croissance ou des stéroïdes
anabolisants. Quand on recherche une meilleure endurance, on peut booster l'apport en oxygène vers le muscle en augmentant le nombre de globules rouges dans le sang, en prenant de l'érythropoïétine, dite EPO, dont on va reparler. Je vous parlais du rythme cardiaque. Si on veut le ralentir, on a les bêta-bloquants, qui sont des molécules qui permettent une régulation, voire un ralentissement de la fréquence cardiaque. Donc par exemple, ces bêta-bloquants sont interdits aux fléchettes ou aux tirs à l'arc, parce qu'ils permettent de limiter le tremblement des mains. Et on a d'autres produits qui permettent d'améliorer la concentration, de lutter contre la douleur, de perdre du poids, ou tout simplement de masquer la présence d'autres molécules dans l'organisme. Donc d'après la science, ça ne fait aucun doute, en consommant certains produits, l'amélioration des performances est évidente. Mais il faut savoir que les substances dopantes, ce sont des molécules issues du monde médical. Certaines des substances dopantes les plus populaires sont à la base issues de médicaments pour soigner des pathologies. Et ces médicaments sont détournés de leur usage initial par les athlètes pour améliorer leurs performances. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on peut retrouver des produits dopants en vente en pharmacie. Par exemple, parmi toutes les substances interdites, on a l'érythropoïétine, l'EPO, dont on entend souvent parler dans les sports d'endurance. Et bah l'EPO, c'est une hormone qui est prescrite dans le traitement des anémies, la maladie où on a une baisse anormale de globules rouges. Prenez les anabolisants, qui sont des substances qui entraînent un accroissement du système musculaire, et bah ces anabolisants peuvent être utilisés dans le traitement du sida ou de certains cancers. Sauf que ces médicaments, ils ont des effets négatifs, donc il faut rajouter d'autres produits pour limiter les fameux effets secondaires. Conséquence, l'athlète rentre dans un cercle vicieux qui l'oblige à consommer toujours plus de médicaments, et les plus gros consommateurs peuvent dépasser les 50 produits différents par jour, donc les conséquences sur la santé sont catastrophiques. D'ailleurs, instant prévention, parce que le dopage concerne tout le monde, pas que les athlètes de haut niveau, mais vraiment ne vous dopez pas, c'est complètement nul. En plus de tricher, votre corps peut être modifié à tout jamais, donc vraiment faites attention à vous. Maintenant, si on s'intéresse aux origines du dopage, on se rend compte qu'il existe depuis quasiment toujours. On a retrouvé des traces qui datent de l'Antiquité grecque, où les sportifs de l'époque usaient de différents stratagèmes pour augmenter leur performance. Certains tentaient d'augmenter leur force musculaire en consommant des testicules d'animaux. À l'époque d'Alexandre le Grand, on a des soldats qui ingurgitaient des boissons pour les aider à diminuer leur peur. Et pour avoir l'origine du mot dopage, dope en néerlandais, ça désigne une boisson alcoolisée à base de peau de raisin que les guerriers zoulous consommaient pour augmenter leur prouesse au combat. Donc en fait, de tout temps, l'humain a essayé d'améliorer ses performances en utilisant des moyens un peu farfelus. Concernant l'interdiction du dopage et son dépistage, c'est beaucoup plus récent. Au début du XXe siècle, le dopage n'était pas interdit. Il n'était pas contrôlé parce que c'était pas réglementé. Les sportifs avaient recours à différentes substances, notamment des antalgiques comme la cocaïne ou la morphine, et figurez-vous que ça posait pas vraiment de problème parce que c'était répandu et on considérait pas ça comme mal ou contraire à la morale. Malheureusement, il aura fallu attendre 1960 aux Jeux Olympiques de Rome où un drame s'est produit. Le cycliste danois Knud Henmark Jensen, âgé de 23 ans, participe à l'épreuve des 100 km contre la montre par équipe et alors qu'il fait 42 degrés, il chute, tombe dans le coma et décède à l'hôpital. L'autopsie indique qu'il est mort d'un coup de chaleur, mais 2 jours après son décès, son entraîneur a avoué lui avoir donné des produits dopants. Et effectivement, les analyses toxicologiques révèlent qu'il avait absorbé différents produits dopants, notamment des amphétamines. Et c'est suite à ce drame qu'on a eu les premières mesures antidopage, parce qu'on a commencé à considérer que le dopage portait vraiment atteinte à l'intégrité physique des joueurs. En 1965, 5 ans après le drame, l'Union cycliste internationale dresse la première liste des produits interdits, donc ça reste hyper récent à l'échelle du sport dans l'humanité, c'était hier. La même année, en 65, on adopte la loi Herzog, loi qui interdit l'usage de stimulants dangereux pour la santé dans le cadre des compétitions sportives. Et en 1966, les premiers tests de détection sont mis en place lors du Tour de France. Dans la foulée, les tests se généralisent et aux Jeux Olympiques en 1968 au Mexique, le CIO officialise les contrôles antidopage. En 1989, le CIO met en place les contrôles inopinés et 10 ans plus tard, en 1999, l'Agence mondiale antidopage voit le jour. Donc en fait, il faut se rendre compte que la réglementation et la lutte antidopage, c'est hyper récent. Maintenant, quand on parle de dopage, il peut y avoir plusieurs idées reçues. Par exemple, on peut penser que le dopage concerne simplement certaines disciplines, notamment les sports d'endurance comme la course à pied, le cyclisme, la natation, le biathlon, le triathlon. C'est complètement faux, c'est une idée reçue parce que toutes les disciplines sont concernées par le dopage. On a déjà eu des cas de dopage au curling, où le médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Pyongyang a été contrôlé positif au meldonium. Il y a du dopage dans l'automobile, même dans le e-sport, alors certes moins que dans le cyclisme, mais ça existe. Donc dans chaque sport, dans chaque domaine, on a des leviers sur lesquels on peut agir, comme le temps de réaction ou la gestion de la concentration, et il y a tellement d'éléments qui entrent en compte dans une performance qu'aucun sport n'échappe au dopage. Autre idée reçue, pour les athlètes qui se dopent, ça n'enlèverait rien à leur talent et à leur capacité à s'entraîner très dur. Non, non et non. Quelle injustice pour les athlètes honnêtes. Celui qui prend des stéroïdes anabolisants sans rien faire, même en restant dans son canapé, il va développer sa masse musculaire. Évidemment, s'il s'entraîne en plus, il va progresser encore plus vite, mais l'avantage apporté par les produits dopants est tel qu'il peut alléger ses entraînements
clients et rester compétitif. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est la réalité, et c'est tout le gain qu'apportent ces produits qui sont interdits. Enfin, il faut comprendre que malgré le fait que l'Agence mondiale antidopage essaye d'harmoniser les politiques antidopage, il y a des différences de réglementation entre nations et entre sports. Il faut savoir que chaque pays a son organisation qui gère sa propre politique antidopage. En France, on a l'Agence française de lutte contre le dopage, créée en 2006, et dont le but est de mettre en œuvre en France les actions de lutte contre le dopage. Pour les États-Unis, c'est l'Agence américaine antidopage, l'USADA, sauf qu'on a certains pays qui ont pu se montrer un peu moins sensibles aux valeurs du sport et de l'olympisme, et qui ont même été complices de la mise en place d'un protocole de dopage pour avantager leurs athlètes dans la plus grande des discrétions. Je pense évidemment au scandale des Russes pendant les Jeux Olympiques de Sochi en 2014. On parle quand même du ministère des Sports russe qui aurait contrôlé, dirigé et supervisé tout un protocole de dopage avec la complicité des services secrets russes pendant ces Jeux Olympiques et toutes les compétitions internationales organisées en Russie entre 2011 et 2015, du gros délire. Avant de se concentrer sur le dopage dans le tennis, on peut évoquer quelques cas de dopage histoire de voir que oui ça existe et à quel point ça peut aller très très loin. Et comment ne pas évoquer Lance Armstrong. Lance Armstrong, cycliste américain qui représente un des plus gros scandales de dopage. Ce qui est fou, c'est que Armstrong, en 1987, on lui diagnostique un cancer des testicules potentiellement mortel. Derrière, il s'en sort et il fonde sa fondation qui soutient les recherches contre le cancer. Et alors qu'il a rien de plus que les autres, Armstrong explose et remporte 7 Tours de France consécutifs entre 1999 et 2005. Sauf que dans les années 2000, les soupçons commencent à émerger. En 2005, après son 7e sacre, l'équipe titre Le mensonge Armstrong avec les résultats d'une enquête qui montre qu'il a eu recours à de l'EPO en 1999. Alors oui, Armstrong a pris de l'EPO, mais en réalité, c'est bien pire que ça. Pendant toutes ces années de gloire, Armstrong et son équipe de l'US Postal ont mis en place un système de dopage redoutable pour passer entre les mailles du filet. Avec la complicité de son docteur, le docteur Ferrari, Armstrong a mis en place des stratagèmes hallucinants. Ils ont procédé par intraveineuse pour réduire le délai pendant lequel la substance est détectable dans l'organisme. Un gros avantage quand ils avaient des contrôles inopinés. Des transfusions sanguines dans des hôtels, donc concrètement un prélèvement de sang. Le sang est stocké dans des poches au frais dans une glacière. Et dans un autre hôtel, peu de temps avant la course, ils accrochent les poches de sang à un cintre et en quelques minutes, le sang est réinjecté dans le corps. Sachant qu'entre-temps, les coureurs ont reconstitué leurs réserves sanguines et grâce à la transfusion, ils ont des milliards de globules rouges supplémentaires qui transportent l'oxygène vers les muscles. Donc Armstrong, il était très fort pour se doper, mais aussi très fort pour éviter de se faire contrôler positif. Le protocole fou qu'il a mis en place permettait d'éviter qu'un contrôle inopiné soit positif. Il faisait patienter le contrôleur, ou alors il abandonnait une course quand il savait qu'il allait se faire contrôler après, ce qui lui permettait d'échapper au contrôle. Parfois, il remplaçait son urine par de l'urine artificielle, ou alors il allait jusqu'à diluer son sang par perfusion de sérum physiologique. Ouais, là c'est du très très lourd. Toutes ces magouilles ont été révélées par ses anciens coéquipiers qui se sont fait prendre. Ils ont révélé le programme de dopage le plus sophistiqué qu'on ait jamais vu. Et Armstrong, il a fini par avouer publiquement, en 2012, au micro d'Oprah Winfrey, qu'il s'était dopé. Alors plusieurs enseignements. Avec l'affaire Armstrong, déjà il nous a montré que le dopage c'est un sport à part entière. Parce que se procurer les produits interdits c'est une chose, mais encore faut-il savoir comment procéder. Quand prendre le produit, à quelle dose, comment optimiser la prise du produit pour pas se faire prendre. Tout ça nécessite un protocole ultra méticuleux. Et c'est là que les médecins des sportifs interviennent, des médecins qui ont de l'avance sur les contrôles. Les techniques de dopage ont toujours un temps d'avance sur ceux qui sont censés le rattraper. Parce que dans les magouilles les mieux dissimulées, comment déceler quelque chose que tu connais pas encore? C'est très dur. Donc Armstrong, énorme affaire. Et puis on a aussi l'affaire Balco, qui éclate en 2003. Victor Conté, fondateur d'un laboratoire qui fournissait des stéroïdes aussi puissants qu'indétectables à un grand nombre d'athlètes américains, dont Marion Jones et Tim Montgomery en athlétisme. Et c'est Trevor Graham, ancien coach de Jones et Montgomery, qui a envoyé anonymement une seringue avec le dopant invisible à l'USADA. Trevor Graham, c'est un coach sulfureux qui a participé à des opérations de dopage avec ses athlètes. Il a notamment entraîné Justin Gatlin et il aurait balancé l'énorme opération du laboratoire Balco pour bénéficier d'une immunité partielle. L'affaire a fait énormément de bruit parce que beaucoup sont tombés, dont Marion Jones qui a rendu ses médailles et qui a écopé de 6 mois de prison pour parjure. Conté a pris 4 ans et Graham, lui, est banni à vie par l'USADA. On en a fini avec les bases du dopage. Conclusion, le dopage existe et depuis longtemps. On a des organisations qui tentent de le réguler, mais des athlètes qui pour certains arrivent à passer entre les mailles du filet, capent maintenant sur le dopage dans le tennis. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis, on vous raconte des belles histoires et on essaye de décortiquer des gros sujets comme aujourd'hui. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à nous abonner, ça nous aide énormément, et activer cette petite cloche qui te permet de recevoir des notifications lorsque les vidéos sortent. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a mis en place une campagne de financement participatif, mais on prend tout le reste sur nos propres fonds. Donc si tu veux nous aider à développer le projet et m'aider à faire ma seconde année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un petit don sur Tipeee, le lien est juste en dessous en description. Merci beaucoup.
Le tennis fait partie des sports qui deviennent de plus en plus physiques, notamment avec Djokovic, Nadal et Federer qui ont quand même bien fait évoluer la dimension physique et même mentale au tennis. À ça, on rajoute des balles moins rapides, des surfaces moins rapides qui s'uniformisent, donc on a plus de rallyes. Même sur gazon où c'est censé aller vite, on peut se retrouver avec des points à rallonge. Donc les joueurs et joueuses sont encore plus sollicités physiquement. Ça veut dire qu'il faut s'entraîner plus et mieux, à moins que certains et certaines franchissent la ligne rouge en consommant des produits non autorisés pour améliorer leur performance. Le tennis, c'est un sport très particulier parce que contrairement aux autres sports collectifs, t'es seul. Tu es responsable de tout, tu es ton entreprise, tu payes ton entraîneur, ton kiné, et quand on parle de dopage avec un contrôle positif, c'est toi qui es exposé à 100%. D'ailleurs, c'est cette responsabilité qui rend beaucoup de joueurs et de joueuses très méfiants, voire complètement parano. Par exemple, quand ils sont un peu malades, ça peut durer longtemps, parce qu'ils peuvent ne pas avoir trop confiance aux produits et ils préfèrent assurer le coup avec du Doliprane. Regardez pour les boissons pendant un match, très peu les prennent dans la glacière. Tout le monde fait sa propre boisson, et depuis longtemps. Rappelez-vous l'autre Gilles d'André Agassi, que son prépa physique lui faisait, c'était un mélange de glucides, d'électrolytes et de sel. Donc globalement, ils sont conditionnés pour prendre aucun risque, parce qu'ils savent que s'ils sont contrôlés positifs, ils sont morts. Quelle est l'instance de régulation qui gère le dopage dans le tennis, et comment ça se passe? Au tennis, c'est l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis, qu'on va appeler ITIA. L'ITIA a été créé en 2021, donc c'était hier. C'est une version améliorée de l'unité d'intégrité du tennis qui existait jusqu'en 2020. Et l'une des principales responsabilités de l'ITIA, c'est d'administrer le programme antidopage du tennis. Pour ça, les joueurs et joueuses de tennis professionnels sont soumis à des contrôles antidopage, et s'il y a violation d'une des 11 règles antidopage qu'on a vues en première partie, des sanctions sont infligées. Mais alors au tennis, comment se doper? Parce que pour les sports d'endurance, le cyclisme, la natation, ça semble clair. De l'EPO pour plus d'oxygène pour les muscles, pour tenir dans la durée. Mais au tennis, l'effort est complètement différent. On passe plus de temps à ne pas jouer qu'à jouer, et on a des pauses tous les 2 jeux. Donc, comment se doper au tennis? Le tennis, qui est peut-être, avec le décathlon, un des sports les plus complets, malheureusement, tous les produits peuvent avoir un intérêt en fonction du besoin du sportif. Il y a des sportifs qui pourraient avoir besoin de produits qui vont les calmer, notamment avant les matchs. Le cannabis, par exemple. Il y en a pas mal qui ont fumé du cannabis en disant « mais moi je le fume pas comme du dopage », sauf que le sportif qui fume la veille de ses compétitions, tout seul dans sa chambre, c'est pas pour s'amuser en soirée. C'est parce qu'il gamberge et ça le détend et il joue pas le match nerveusement dans sa tête et le lendemain, il arrive et donc ça, c'est du dopage. Aïe, les possibilités de dopage sont décuplées étant donné que c'est l'un des sports les plus complets. Donc on a une instance, l'ITIA, dont le but est d'éviter au maximum ces cas de dopage. Comme levier, on a les tests antidopage et il faut savoir que les athlètes peuvent être contrôlés à n'importe quel moment. En tournoi, hors tournoi et en tout lieu, sur les lieux d'entraînement ou même à leur domicile. Donc tous les jours, les joueurs et joueuses doivent dire où ils sont, où ils dorment. Là, vous voyez Roger à l'écran en train d'expliquer le fonctionnement. Et il y a une heure dans la journée où ils doivent être à un endroit précis où un contrôleur peut venir. Et ces tests, c'est une obligation. Il faut les faire. Esquiver un test, on appelle ça un no-show. Donc pour la traduction, c'est ne pas se montrer à un test. Et au bout de 3 no-shows sur l'année, il y a sanction. Et ça peut aller jusqu'à 2 ans de suspension. Donc ce système, il est quand même bien contraignant et pas très fut-fut. Qu'est-ce que t'en penses, Dorian? Là aussi, on a un système qui marche sur la tête. Tu es sur la liste des sportifs ciblés. Donc toi, tu sais qu'un contrôleur peut à partir de 6 h du matin venir sonner chez toi et tu dois dire en permanence où tu te trouves. Pour ceux qui sont maniaques, ça peut aller, mais pour celui qui est un peu... qui se laisse aller, il faut faire gaffe. C'est-à-dire que si tu as prévu demain après-midi de faire un entraînement de 2 h à 16 h à tel endroit, tu dois le noter. Et si jamais tu changes d'avis, parce que tu as appris que ta grand-mère a été malade, il fallait que tu passes lui donner un cachet ou lui amener une salade, si tu as oublié de le mettre et que le contrôleur va à cet endroit, tu prends un no-show. Donc déjà, la lourdeur du truc, c'est incroyable. Et deuxièmement, si moi je suis un tricheur, l'année ou les 2 années où je suis ciblé, je vais faire très gaffe, je vais être clean, etc. Donc premier problème, si tu veux cibler des tricheurs, tu leur demandes pas où ils se situent. Par contre, tu enquêtes et tu les surprends. Ça me semble être du bon sens en fait. Et deuxième problème, parce que moi j'en ai eu des sportifs qui m'ont dit, mais en fait, le contrôleur, il a sonné à 6 h ou à 8 h du matin. J'étais chez moi, mais j'ai pas répondu parce que la veille, j'avais fait la fête et j'avais pris de la cocaïne. Donc le mec s'est dit je veux pas avoir un souci ou quoi, et donc il préfère avoir un no-show qu'un vrai contrôle positif. Donc on a un système de localisation bien contraignant pour les joueurs et largement perfectible pour être plus efficace. Maintenant en termes de procédure, s'il y a contrôle positif au tennis comme dans d'autres sports, l'athlète reçoit une notification des résultats avec le détail sur la substance détectée et les sanctions potentielles. À ce moment-là, l'athlète est immédiatement suspendu à titre provisoire en attendant l'issue de l'enquête et il peut faire appel pour contester le résultat mais surtout la sanction qui en découle. Pour ça, forcément, il doit préparer une défense en collectant un maximum de preuves
pour prouver qu'il a fait tout son possible pour éviter d'être contrôlé positif. Et il faut aussi des avocats, mais ça coûte de l'argent. Donc en fonction des moyens, les avocats sont plus ou moins solides. Lors de l'audition, l'athlète se défend et donne un maximum d'explications pour faire état de sa bonne foi et montrer qu'il a fait tout son possible pour éviter cette violation de règles. Après l'audition, l'organisme antidopage rend une décision qui peut confirmer la sanction initiale, la réduire ou l'annuler. Si l'athlète n'est pas satisfait du résultat, il peut faire appel auprès d'une instance supérieure, souvent le tribunal arbitral du sport, et le fonctionnement est le même. Donc ce processus d'appel, il est constamment utilisé par ceux qui se font contrôler positifs, sauf que rien que faire appel pour contester la sanction, ça coûte de l'argent. Mais au tennis, le problème c'est que seuls les tout meilleurs du monde gagnent très bien leur vie. À partir du 150e mondial, c'est difficile, voire impossible, de mettre des dizaines de milliers de dollars sur la table pour contester une décision qui sera peut-être inchangée. Mais bon, vous allez me dire, oui mais c'est pareil dans le monde avec ces injustices. Oui, et ça montre que le sport, c'est un peu un reflet de la société aussi. Effectivement, parfois on peut trouver que les limites sont floues entre les produits interdits par l'Agence mondiale antidopage et les produits autorisés, mais qui permettent quand même d'optimiser certaines performances. Alors on entend encore des gens qui disent « Oui, mais à un certain niveau, ils sont tous dopés, c'est impossible de jouer comme ça. Nadal, c'est obligé, il est dopé, et Djokovic aussi, c'est obligé qu'il soit dopé, il peut pas aussi bien jouer à 37 ans. » Pardon, hein, mais il y a erreur. Consommer un produit interdit, c'est du dopage. Consommer un produit qui booste les performances mais qui n'est pas interdit, c'est pas du dopage. Et plus le temps passe, plus la technologie et la science progressent, plus on a des produits, des méthodes, des outils qui permettent d'optimiser certains facteurs, comme la récupération, pour in fine améliorer les performances. Et c'est là que c'est ambigu, parce qu'on a toute une liste de produits qui sont interdits parce qu'ils améliorent les performances, mais on a d'autres produits ou méthodes qui améliorent les performances, mais qui eux sont autorisés. Et là on va parler d'éthique, parce que certaines pratiques qui sont autorisées posent quand même question. Les injections de Rafael Nadal pendant tout le tournoi de Roland-Garros en 2022, c'est autorisé, mais concrètement qu'est-ce qui s'est passé? Nadal, il avait tellement mal au pied gauche avec son syndrome Müller-Wes que c'était impossible pour lui de jouer avec une telle douleur. On l'avait vu à Rome quelques jours avant contre Shapovalov, il boitait complètement. Donc à Roland-Garros, il s'est fait des injections d'anesthésiant dans 2 nerfs de son pied qui étaient en vrac, au moins avant chaque match. Des injections qui lui permettaient d'endormir son pied, donc on parle même pas de guérison, hein, mais juste de masquer la douleur temporairement, et ce protocole, il est autorisé par le règlement. Pourtant, c'est un produit qui a grandement amélioré ses performances, c'est indéniable. Donc on est sur de la morale. Est-ce que le joueur est prêt à prendre ce risque, parce que ça peut avoir des répercussions sur sa vie future? Nadal, il a pas encore 40 ans, et une belle vie devant lui, mais il a pris ce risque et ça a payé. D'ailleurs, il a indiqué à la presse après son sacre: pour être très clair, ce que j'ai pris au pied ne va pas être pire qu'avant après ces injections. Ce que j'ai au pied n'a pas empiré après cela. Donc oui, ça avait du sens de le faire. Alors c'est super Rafa, hein, mais tu nous as quand même dit quelques mois plus tard que t'étais content des jours où tu montais les escaliers sans douleur. Donc la limite est quand même difficile à fixer. La substance, elle est interdite ou elle l'est pas. Donc ça, si c'est interdit, c'est le dopage. Et charge à des experts, charge à des observateurs de dire mais attendez, les anesthésiants, il faudrait les rajouter dans la liste. Parce qu'à un moment donné, il faut bien une limite. Pour que ce soit lisible pour les sportifs, il faut une limite. Djokovic, Novak Djokovic et son œuf, son caisson hyperbare qui lui permet de récupérer plus rapidement. C'est une sorte de chambre à oxygène qui lui permet de réparer les micro-lésions, de régénérer le réseau sanguin et donc de renforcer le métabolisme. Et Djokovic, il a pu emmener son caisson dans un camion en tournoi, il se met dedans et hop, au lieu de récupérer en 8 heures, en 4 heures, le tour est joué. C'est pas forcément ces durées-là, mais dans le principe c'est ça, et c'est autorisé. Mais encore une fois, c'est une méthode qui permet d'améliorer ses performances, donc la limite est floue. Et avec ce caisson, on revient au problème de l'équité sportive aussi. Ça coûte une blinde, donc le 150e mondial, il aura jamais accès à un tel outil. Forcément, il y a une corrélation, plus tu gagnes, plus tu peux avoir accès aux meilleurs produits. Donc je répète, les injections de Rafa comme le caisson de Djokovic, c'est pas du dopage, c'est autorisé. Certes, ce sont des méthodes controversées qui font parler, parce qu'on a l'impression que les deux jouent avec la limite de ce qui est autorisé, mais il faut bien comprendre que tous les sportifs qui peuvent s'optimiser sans se doper en flirtant avec la limite, ils le font. Parlons aussi de la cocaïne, parce que c'est un exemple qui illustre parfaitement la limite floue et le dysfonctionnement du règlement à ce niveau-là. Alors attention, c'est pareil, n'en consommez pas, c'est complètement nul, mais la cocaïne, elle est considérée comme un puissant stimulant, euphorisant, qui permettrait un regain d'énergie. À l'origine, ça vient de la feuille de coca que les Incas mâchaient pour ne pas ressentir la fatigue et vivre correctement sur les Andes à 3, 4, 5000 mètres d'altitude. Et bah la cocaïne, dans le règlement, elle est interdite en compétition, mais pas à l'entraînement. Les joueurs et joueuses le savent, et il y en a qui ont pu s'entraîner avec des petites doses de cocaïne qui leur ont permis de ne pas ressentir de la fatigue. Pour moi, un produit qui est déjà interdit par la loi dans la société devrait forcément être interdit pour un sportif. Ça, c'est le premier problème. On a des sportifs qui ont compris, à tort, mais la législation est écrite de telle manière qu'on peut comprendre comme ça. C'est notamment des rugbyman qui se disent, bah, en troisième mi-temps, on n'est pas en compète, on peut prendre la cocaïne. On a vu un petit peu des dégâts que ça peut faire, les affaires
compliqué que doit gérer la Fédé de rugby actuellement. Et donc ça, c'est un vrai problème d'interprétation. Parce qu'en plus, si un sportif prend de la cocaïne à l'entraînement, il va repousser son seuil de fatigue et il va s'entraîner encore un peu plus. Donc c'est aussi un dopant pour moi à l'entraînement. Donc la complexité du dopage vient de ce genre d'ambiguïté. Où est la limite? On sait pas vraiment où ça commence, ni où ça s'arrête. Enfin, on a les autorisations à usage thérapeutique, qu'on va appeler AUT, et qui est aussi un sujet sensible. Une AUT, c'est l'autorisation pour un athlète qui a une maladie ou une condition particulière de prendre un médicament qui contient une substance interdite, mais dont son état de santé l'oblige à prendre ce médicament. Forcément, l'athlète doit justifier la nécessité d'un recours à ces traitements et obtenir une autorisation médicale qui, au final, est accordée ou pas par la Fédération internationale de tennis. Et ça peut s'apparenter à un passe-droit qui autorise l'athlète à se doper. Donc c'est un sujet sensible parce qu'on pourrait voir ça comme une forme d'inégalité, mais c'est toujours pareil. Où est la limite? Par exemple, Serena Williams a eu recours à une AUT à Roland-Garros en 2015 où elle avait la grippe, donc elle avait obtenu une dérogation pour prendre du prednisone, un corticostéroïde anti-inflammatoire pour soulager ses symptômes. Et vous savez quoi? Elle a fini par gagner le tournoi. Alors elle a déclaré: je ne vais jamais faire en sorte d'avoir un avantage sur quelqu'un d'autre, je ne suis pas comme ça. Bah oui, mais encore une fois, cette AUT c'est un moyen de réduire la douleur et d'augmenter ses performances. En finale, Lucie Safarova, peut-être qu'elle avait des douleurs, mais elle a pas pu prendre des produits interdits pour masquer ses douleurs et améliorer sa performance. Donc c'est pas évident de distinguer ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Quand c'est autorisé et quand ça ne l'est pas. Ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. En tout cas, il y a une liste et c'est ce qu'on va voir. Si on se concentre sur les substances interdites, on a une liste qui est publiée chaque année par l'Agence mondiale antidopage qui indique toutes les substances que les athlètes ne peuvent pas consommer. Et cette liste, elle est bien fournie, mais alors pourquoi tant d'interdictions? Parce qu'on l'a vu, il y a énormément de manières de se doper, on peut jouer sur plein de facteurs différents, donc l'Agence mondiale antidopage doit contrer toutes ces méthodes en interdisant les substances jugées comme dopantes. Sauf que cette liste des substances interdites, elle est pas figée dans le temps, elle peut évoluer d'année en année, ce qui vient complexifier la situation pour les athlètes, où non seulement ils doivent être à l'affût toute l'année pour éviter les substances interdites, mais ils doivent aussi vérifier chaque année les substances qui n'étaient pas interdites qu'ils le sont devenues. Donc pour les gros consommateurs de produits, de compléments alimentaires, ça peut devenir pesant et ça peut vite mener à la paranoïa. En tennis, les joueurs et joueuses reçoivent chaque année un mail de l'Agence mondiale antidopage avec la mise à jour des substances interdites, mais encore faut-il le lire. Et l'agence a un moyen bien spécifique de déterminer si une substance doit être interdite ou pas. Il y a une dizaine de sages, j'ouvre des guillemets, qui se réunissent une fois par an à l'Agence mondiale antidopage et qui étudient tout ça. Et eux, ils ont 3 critères. Le premier critère, il faut que, pour que ce soit une substance dopante, il faut qu'elle améliore les performances. Il faut qu'elle soit nocive à la santé. Et troisième critère qui est flou, il faut qu'elle soit contraire à l'éthique sportive. Et si un produit réunit 2 de ces 3 critères, alors il devient une substance dopante. Contraire à l'éthique sportive, donc on a un troisième critère assez flou. Et le meilleur exemple pour illustrer la liste des substances interdites qui changent, c'est Maria Sharapova. Sharapova qui prenait du meldonium depuis 2006 pour traiter ses problèmes de santé, sauf que le 1er janvier 2016, ce meldonium est devenu une substance interdite. Et forcément, ce qui devait arriver arriva, elle se fait contrôler positive au meldonium début 2016, et Sharapova, elle avait bien reçu le mail, mais elle avait pas vérifié la liste. Résultat, 2 ans de suspension, réduit finalement à 15 mois, et ses sponsors Nike et Porsche ont suspendu leur activité avec elle, donc les conséquences de pas vérifier la mise à jour de cette liste chaque année peuvent être dramatiques. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la liste sur le site de l'Agence mondiale de lutte contre le dopage, et globalement, on a plusieurs catégories de substances interdites pour tous les sports. Première catégorie, les agents anabolisants, donc les stéroïdes et autres anabolisants qui peuvent aider les athlètes à développer leurs muscles et à récupérer plus rapidement. Deuxième catégorie, les hormones peptidiques et les facteurs de croissance, donc typiquement l'EPO, les hormones de croissance qui produisent des effets similaires à ceux des stéroïdes anabolisants et qui stimulent la production de globules rouges. Troisième catégorie, on a la classe des bêta-2 agonistes où on retrouve les substances qui permettent de dilater les bronches, donc d'augmenter la capacité respiratoire. C'est interdit parce qu'on améliore l'apport en oxygène. Quatrième catégorie, les modulateurs hormonaux, comme par exemple les anti-œstrogènes, et toutes les substances qu'on y retrouve stimulent la production de testostérone. Et cinquième catégorie, les diurétiques et autres agents masquants. Vous pouvez le deviner, celle-là c'est pour les petits malins. On a des substances qui permettent de fausser les résultats des contrôles antidopage et de cacher la prise d'autres substances dopantes interdites. S'ajoute à ça des substances interdites uniquement en compétition, donc pas à l'entraînement. Et là, on retrouve les stimulants comme la cocaïne qu'a pris Dan Evans ou la méthamphétamine qu'a pris Agassi, les narcotiques comme la morphine qui permet de masquer la douleur, les cannabinoïdes comme le cannabis ou le THC et les corticoïdes comme la cortisone en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires. Et dernière catégorie de substances interdites, les bêta-bloquants. Je vous en ai parlé en raison de leur effet calmant
également, qui permet de diminuer la tension artérielle et la fréquence cardiaque au repos. Les bêta-bloquants ils réduisent nettement le tremblement des mains, donc c'est interdit en automobile, au billard, aux fléchettes, au golf, au mini-golf, entre autres. Pour être sûr qu'un médicament ne contient pas une de toutes ces substances, on peut inscrire le nom du médicament sur le site de l'Agence française de lutte contre le dopage et voir s'il est validé ou pas. On peut finir cette partie avec des athlètes qui se sont fait contrôler positifs et qui nous ont sorti des justifications bien farfelues. À commencer avec Tyler Hamilton. Tyler Hamilton, cycliste américain et ancien ami et coéquipier de Lance Armstrong dans l'équipe US Postal. Et Tyler, il est condamné en 2005 à 2 ans de suspension pour une transfusion sanguine. Et notre Tyler, il nous a dit que lorsqu'il n'était qu'un fœtus, sa mère était enceinte de 2 enfants et son jumeau n'a pas survécu. Il a dit que ce jumeau mort-né n'avait pas le même sang, mais comme ils étaient dans le même fœtus, finalement, il a naturellement 2 types de sang qui circulent dans ses veines. Donc incroyable scénario, Tyler. Évidemment, l'Union du cyclisme international n'a pas été convaincue par cette explication. On a aussi Michael Rasmussen, cycliste danois qui a été exclu du Tour de France en 2007 pour défaut de localisation. Alors lui, il a expliqué qu'il traversait une période difficile avec sa femme et qu'il avait une maîtresse et que pour pouvoir vivre son infidélité discrètement, il s'échappait sans rien dire à son équipe ni à personne. Pareil, l'argument n'a pas été retenu par l'UCI. Et enfin, on a Fatima Yvelin, française spécialiste en course de fond. Elle est suspendue en 2012 pour un contrôle positif à l'EPO et selon elle, c'est la pluie qui ruisselait sur des déchets médicaux lors d'une de ses séances qui aurait pollué ses vêtements et par contact ses organes génitaux pour se retrouver dans ses urines. Évidemment, c'est pas accepté, mais faut dire qu'il manque vraiment pas d'imagination ces sportifs. Si vous avez d'autres exemples comme ça, n'hésitez vraiment pas à me les mettre en commentaire histoire de se marrer, comme le fameux steak contaminé d'Alberto Contador, c'est vraiment excellent. Maintenant, on s'attaque à la dernière énorme affaire en date, l'affaire Sinner et compagnie. Parce que oui, le dopage dans le tennis, ça arrive régulièrement, et on a eu plein d'autres cas. Alors Yannick Sinner rappelle des faits d'après le rapport. Sinner est testé positif au Clostable une première fois le 10 mars, le jour de son 3e tour à Indian Wells contre Struff, et une deuxième fois le 18 mars, 2 jours après sa défaite en demi-finale contre Alcaraz. Donc le Clostable, c'est un stéroïde anabolisant synthétique dérivé de la testostérone. C'est interdit, et ce Clostable, il a été détecté dans 2 échantillons d'urine fournis par Sinner. Donc Sinner est suspendu provisoirement 2 fois, mais à chaque fois il fait appel, et à chaque fois les suspensions sont levées. Ce sont les faits. Maintenant, les explications de Sinner et de ses avocats, des explications qui ont été jugées comme recevables aux yeux du tribunal, et qui ont permis de supprimer les suspensions. L'explication est la suivante. Son préparateur physique, Umberto Ferrara, a acheté un spray, le Trophodermine, qui contient du Clostable, substance interdite. Le Trophodermine, produit qui est en vente libre en Italie. Et Ferrara, il a recommandé au kiné de Sinner, Giacomo Naldi, de se l'appliquer pour soigner une coupure à son auriculaire le 5 mars. Dans le rapport, on lit que les récits des 2 hommes diffèrent sur le fait que Ferrara ait prévenu Naldi sur le contenu du Trophodermine. Naldi affirme que Ferrara ne l'a pas prévenu, et forcément Ferrara dit que oui, il l'a prévenu. Et Naldi affirme qu'il a utilisé le spray du 5 au 13 mars. Et donc on arrive au 10 mars, où Naldi se serait mis le spray, aurait massé Sinner le matin même sans se laver les mains et sans porter de gants. Bizarre, on parle quand même d'un professionnel qui est dans l'entourage du numéro 1 mondial, donc je me pose des questions, mais continuons. Le rapport nous indique que Sinner souffre d'une affection cutanée. Pour faire simple, c'est une maladie de la peau qui provoque des petites coupures, donc des coupures qui facilitent la contamination. Ça, c'est la défense de Sinner. Et les experts invités devant le tribunal ont affirmé que le Clostable retrouvé dans chaque échantillon pouvait tout à fait être causé par l'action décrite par Sinner et son équipe, et que la concentration serait suffisamment faible pour ne pas être considérée comme améliorant ses performances. Sauf que normalement, ça suffit pas. Il devrait y avoir suspension. Je rappelle la loi. La période de suspension imposée par une violation de règles peut être réduite ou entièrement supprimée si le joueur est en mesure de démontrer que la violation de règles antidopage n'était pas intentionnelle, mais qu'elle s'est également produite sans faute ou négligence. C'est le cas à condition que le joueur puisse démontrer qu'il ne savait pas ou ne pouvait raisonnablement soupçonner qu'une substance interdite avait pu être administrée. Cette dernière condition est précisée dans un commentaire du Code mondial antidopage qui stipule que l'absence de faute ou de négligence ne s'applique pas dans les circonstances suivantes, en l'occurrence l'administration d'une substance interdite par le médecin personnel ou l'entraîneur de l'athlète. Par conséquent, si ce commentaire devait s'appliquer au cas de Sinner, une période de suspension d'au moins 2 ans devrait être imposée. Je rajoute que comme on l'a dit, un contrôle positif, c'est une violation des règles antidopage, que la substance ait été administrée intentionnellement ou pas. Alors comment la défense de Sinner a réussi à s'en sortir? Bah justement, en venant démontrer que le dernier commentaire s'applique pas au cas Sinner, et que Sinner, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter la prise de ce Clostable. En fait, ils ont joué sur le mot
mot administration qu'on retrouve dans la loi. Le clan Sinner a montré que c'était pas une administration parce que le clostable est entré dans son organisme par contamination croisée, c'est-à-dire du spray sur le doigt du kiné au massage et du clostable qui pénètre dans l'organisme de Sinner via une plaie. Donc comme c'est pas une administration au sens strict, mais plutôt une administration au sens large, vraiment indirect, alors le commentaire s'applique pas au cas Sinner. Le tribunal a considéré que Sinner a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter de prendre ce clostable. Évidemment, je pense aussi que les avocats ont bétonné, donc aucune période d'inéligibilité a été imposée, on lui a juste retiré les 400 points et les 325 000 $ qu'il a gagné à Indian Wells, c'est la règle. Sur l'événement pendant lequel tu te fais prendre, on te retire points et argent. Voilà, dans les grandes lignes évidemment, l'affaire Sinner. On peut se poser des questions. Moi, honnêtement, après ça, je reste sans voix. Je me questionne énormément. Comment c'est possible d'être numéro 1 mondial et d'avoir un entourage si incompétent? Je comprends pas. Sachant que sur le produit, c'est marqué en rouge que c'est un produit interdit, qui fait partie des produits dopants, mais apparemment, Ferrara aurait directement jeté l'emballage à la poubelle, forcément. Donc comment se fait-il qu'un pro qui travaille avec un numéro 1 mondial utilise un produit qui pourrait lui rapporter des gros problèmes? Il y a énormément de négligence. Au fond de moi, j'ai envie de croire Sinner. J'adore Sinner, c'est mon joueur. Mais là, je suis obligé de mettre mon admiration de côté et de me poser beaucoup de questions. A noter qu'après le tournage de cette vidéo a eu lieu un rebondissement dans l'affaire Sinner avec l'Agence mondiale antidopage qui a fait appel de la décision de blanchir Sinner et qui réclame 1 à 2 ans de suspension pour l'Italien. L'Agence mondiale antidopage veut pas laisser passer cette affaire comme ça, et c'est un moyen de montrer qu'il y a moins de traitement de faveur qu'on pourrait le croire, et pour Sinner, il va falloir replonger dans les dossiers avec ses avocats jusqu'à obtenir gain de cause. On espère que la décision du tribunal arbitral du sport sera vite rendue. Tout ça pour dire que le dopage c'est un sujet très compliqué, et que là ça passe pour Sinner parce qu'il fait appel immédiatement et qu'il prend les tops avocats, mais pour celles et ceux qui ont moins de moyens et qui sont un peu moins réactifs, ça peut briser leur carrière. Et ce qui est rageant dans tout ça, c'est que beaucoup qui se sont fait contrôler positif de manière non intentionnelle, ils se sont fait avoir assez bêtement, et ils sont obligés de se justifier en mode c'est la faute de un tel, j'ai mangé ça qui était contaminé, j'ai mangé le steak contaminé de Contador. Là, Sinner, il a dû reconnaître devant le monde entier que son équipe était complètement nulle. D'ailleurs, dès que Lithia a rendu l'affaire publique avant l'US Open, il s'est directement séparé d'eux. Sauf que toutes ces justifications, elles sont paradoxales par rapport à la rigueur militaire dont il et elle doivent faire preuve chaque jour. Après, bien sûr que l'erreur est humaine, et que ça peut arriver à tout le monde de faire un peu moins attention certaines fois. Mais là, on parle quand même d'un kiné qui s'applique un produit au doigt et qui masse le numéro 1 mondial dans la foulée, sans se laver les mains, sans mettre de gants. C'est hallucinant, mais Sinner, c'est loin d'être le seul joueur à avoir été contrôlé positif, c'est même loin d'être le grand champion à avoir été contrôlé positif. En 1995, Mats Wilander et son partenaire de double, Kovaček, ont été testés positifs à la cocaïne, ils ont pris 3 mois de suspension, sachant qu'à cette époque, on était encore à la préhistoire de la lutte antidopage, dont l'année 0 pourrait être fixée à 1999, où l'Agence mondiale antidopage apparaît, avec un code applicable à tout le monde et tous les sports, et en vertu de ce code, c'est Martina Hingis qui a bien ramassé. Contrôlée positive à la cocaïne en novembre 2007, et qui a pris sa retraite dans la foulée. En 97, Agassi contrôlé positif à la méthamphétamine. En 98, Korda, le tchèque, contrôlé positif à la nandrolone, 1 an de suspension. En 2000, Juan Ignacio Chela, contrôlé positif à la méthyltestostérone, 3 mois de suspension. Guillermo Coria, positif aux stéroïdes, 7 mois de suspension. Puerta, positif au clenbuterol, 9 mois de suspension. Cañas, positif à un diurétique, 15 mois de suspension. Trikova, positif à la sibutramine, 6 mois de suspension. Silic, positif à la nicétramide, 4 mois de suspension. Troki refuse de se soumettre à un prélèvement sanguin, 1 mois de suspension. Sharapova, positif au meldonium, 15 mois de suspension. Bref, il y a énormément d'exemples de cas de dopage. Le dopage dans le tennis, c'est démocratisé, si je puis dire, mais on a l'impression que les durées des suspensions tombent un peu du ciel. 3 mois, 4 mois, 7 mois, 9 mois. Mais alors, pourquoi une telle disparité dans les sanctions? Bah oui, il y a une réglementation, mais là, il y a de la négociation. Ok. Ça se voit dans des sports plus que d'autres, et le tennis, malheureusement, encore une fois, c'est mon sport et ça me fait mal de le dire, c'est celui qui semble le plus négocié. Ok, donc des suspensions négociées, mais la difficulté c'est que tous les cas sont différents. Les substances sont différentes, les doses sont différentes, les administrations aux contaminations sont différentes, donc il y a du cas par cas, forcément. Et malheureusement, dans le cas par cas, on se rend compte qu'il peut y avoir du 2 poids 2 mesures. Alors, est-ce qu'on a des différences de traitement ? Oui, je vous apprends rien. Tous les joueurs et toutes les joueuses ne sont pas logés à la même enseigne. On a des cas qui ont été complètement étouffés, notamment quand un grand champion est testé positif, un grand champion qui est tellement indispensable au circuit qu'on lui en tient pas rigueur. Par contre, en parallèle, des cas qui peuvent aller très loin avec des joueurs et joueuses qui n'ont pas forcément les moyens de se défendre, donc des suspensions de 2 ou 4 ans qui détruisent ta carrière. Et là, il faut qu'on parle du cas Simona Halep, qui a quand même remporté 2 grands chelems. Halep qui a été contrôlée positive en octobre 2022 au roxadustat, une substance qui stimule la production de globules rouges,
rouge, et c'est un contrôle qui a eu lieu pendant l'US Open en 2022, donc Alep est suspendu provisoirement, sauf que ça traîne, c'est lent, la procédure est très longue, et en septembre 2023, donc déjà 11 mois de suspension, Lithia annonce qu'elle est suspendue 4 ans. Évidemment, dans la foulée, elle fait appel, et après une longue procédure, en mars 2024, le tribunal arbitral du sport réduit sa suspension à 9 mois, donc elle peut reprendre immédiatement. Mais on est obligé de s'interroger quant à la lenteur de la procédure. Pourquoi cette affaire a pas pris un peu plus de temps, mais beaucoup plus de temps par rapport à Sinner? Certes, on a 2 cas différents avec 2 substances différentes, 2 doses différentes, et sûrement des avocats différents, mais là on ruine complètement la carrière d'une joueuse. Et même si d'après Lithia, le volume de preuves que le tribunal a dû examiner dans les procédures relatives au roxadustat était considérable, vous ruinez une carrière. Et malheureusement Alep, à ce moment-là, c'était pas une immense perte pour la WTA. Alep, c'était plus du tout la bosse du circuit. Il y avait déjà Swiatek, Sabalenka, Jabber, Gauff, tout ça c'était au-dessus d'Alep. En plus, en l'occurrence, à l'US Open en 2022, elle perd au premier tour contre une qualifiée, donc elle est plus indispensable. Aujourd'hui, Sinner, s'il prend 2 ans, c'est dramatique. 4 ans, je vous en parle même pas. Donc 2 poids 2 mesures, on peut penser que oui quand même. Alors, pas tous logés à la même enseigne, des traitements de faveur, Agassi en est l'exemple parfait. Une histoire qui est horrible, mais vraie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière consacrée à Agassi où je reviens sur son histoire incroyable, donc si vous voulez la découvrir, ça se passe juste ici. Agassi qui traverse une période difficile dans son mariage avec Brooke Shields, une actrice américaine, et il finit par sombrer dans la méthamphétamine. Mais comme à ce moment-là, Agassi c'est superstar, c'est grand champion, méga bankable, beaucoup plus que Sampras, avec qui il dominait le circuit, et l'ATP va gentiment accepter la justification minable qu'Agassi leur a donnée, à savoir qu'il avait malencontreusement bu dans le verre de son préparateur physique dans lequel il y avait un mélange de soda et de méthamphétamine. Donc ils ont blanchi Agassi, par peur de voir l'intérêt du tennis diminuer, par peur de voir le Arthur Ashe Stadium à moitié vide, peu importe, mais ils l'ont blanchi. Et c'est toujours pareil, c'est du pognon. Plus une fédération et une activité sportive génèrent du business, plus elle a intérêt pour sa pérennité à étouffer toute affaire de dopage. Parce qu'il y a des coachs à payer, il y a des sponsors qui payent, des sponsors dont l'image de marque va être ternie, donc qui mettent la pression pour pas être dégradés, et dans les parties prenantes qui composent cet écosystème. Personne n'a intérêt à combattre le dopage finalement, si ce n'est un politicien en fédération pour prôner des belles valeurs et promouvoir un sport propre. Alors je veux bien, c'est une manière sombre de concevoir la gestion du dopage, mais c'est aussi une réalité qu'il faut pas fuir parce qu'elle peut exister. Donc on peut voir ça comme une forme de marketing déguisé, de marketing artificiel, où on protège ceux qui font vivre la discipline. Par contre, le mec qui est 400e mondial, lui, s'il a pris un complément alimentaire contaminé ou un Actifed, il aurait pas dû, lui il ramasse. Il ramasse, comme ça Lithia nous dit Vous voyez, on fait notre travail, on est un sport qui se bat contre la triche et contre les tricheurs. donc c'est injuste, évidemment que c'est injuste, mais bon, si le monde était juste, ça se serait. Maintenant, on va quand même tempérer, parce qu'on a eu un cas récemment qui montre que même pour un joueur pas connu, donc pas très important pour le circuit, ça pouvait bien se goupiller. Et ça tombe très bien parce que c'est un cas un peu similaire à celui de Yannick Sinner. On parle de Marco Bortolotti, joueur de double qui est testé positif au Clostable en novembre 2023. Il fait appel dans la foulée, mais il a quand même expliqué qu'il a dû faire un investissement conséquent pour construire sa défense avec des bons avocats. Il a enquêté pour savoir ce qu'il avait fait le jour de son contrôle. Il a trouvé c'était une contamination accidentelle, comme les explications du camp Sinner finalement. Et quelques semaines plus tard, c'était réglé. Et comme pour Sinner, Lithia a communiqué sur son cas positif seulement quand ça s'est résolu. Et ça, on l'a pas dit pour Sinner, mais on s'est quand même senti un peu lésé avec cette information énormissime arrivée très tardivement. Sinner contrôlé positif, mais pendant 5 mois on nous cache ça, et Lithia arrive comme une petite fleur en nous disant « Ah il a été positif 2 fois en une semaine, mais c'est bon, vous inquiétez pas, tout est réglé. » C'est très très maladroit, et malheureusement ça nourrit les questionnements et les doutes qu'on peut avoir. Et plus globalement sur ce problème d'opacité, il y a cette idée qui plane, qui dit que quand des athlètes sont contrôlés positifs mais qui sont trop connus, trop importants, il y aurait un arrangement. On ferait passer ça pour une grosse blessure pour maquiller le contrôle positif et la suspension. Et on a même la suspicion de certains athlètes, sans citer de nom, qui vont être blessés 9 mois. Puis au bout de 9 mois, ils reviennent en pleine forme. Donc tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas une négociation cachée? Ok, on n'annonce pas que tu es positif, mais bon, pendant 9 mois, tu dis que tu es blessé. J'en sais rien. J'ai pas suffisamment de preuves, on va le dire comme ça. Pas suffisamment de preuves, mais c'est une théorie plausible. Et ça me permet de parler de 2 affaires qui ont fait beaucoup de bruit, à commencer par l'affaire Fuentes. Cette affaire qui en fait était un gros réseau de dopage mis en place par le docteur Fuentes, avec de l'EPO, de la testostérone entre autres, et en mai 2006, la garde civile espagnole a trouvé 200 poches de sang dans le laboratoire de Fuentes à Madrid pour des transfusions sanguines. Fuentes a même dit qu'il utilisait des produits dopants qui n'étaient pas encore sur la liste des interdictions. Après la découverte, on a plusieurs cyclistes qui faisaient affaire avec Fuentes qui sont tombés, sauf que Fuentes a indiqué avoir travaillé avec des sportifs issus d'autres sports, dont le tennis. Fuentes, il est espagnol, et Espagne, dopage, tennis,
forcément il y en a pas mal qui ont Nadal en tête. En plus c'est une affaire qui a duré très longtemps, les procédures étaient longues, l'enquête s'est terminée en 2019, imaginez 2006 à 2019. Donc beaucoup ont pensé que les autorités espagnoles ont volontairement ralenti l'affaire pour couvrir les grands sportifs espagnols. Et cette version, elle a été soutenue par Roselyne Bachelot, et c'est là notre deuxième affaire. Effectivement, l'ancienne ministre de la Santé et des Sports avait accusé Nadal de dopage, plus précisément quand Nadal s'était retiré du circuit mi-2012 après Wimbledon pour une blessure. Bachelot avait affirmé dans une émission que cette absence c'était une manière de cacher son contrôle positif et sa suspension. Sauf que Bachelot, elle a balancé ça sans aucune preuve, et elle a été condamnée au final pour diffamation, 10 000 € de dommages et intérêts à verser à l'Espagnol, et on n'en parle plus. Donc concrètement, on n'a pas de preuves. Comme Dorian, je pourrais pas vous dire quel champion a été couvert comme ça, parce que c'est le but de la manœuvre, que personne ne sache, et quand on n'a pas de contrôle positif sous les yeux, bah jusqu'à preuve de contraire, pas de dopage. Vous l'avez compris, le dopage c'est un sujet qui pourrit le débat public, qui divise et qui ternit le sport, parce que personne sait. Nous, on voit ça de loin, on est spectateur, on est informé quand il y a des cas positifs, et encore après la procédure, donc on est tellement en marge que forcément, on se pose des questions. Dès qu'une performance physique semble ahurissante, il y a des hésitations, et beaucoup plus qu'on le pense. Nadal, c'est le cas classique. Vraiment, hein, si on fait un sondage, je pense qu'on peut être étonné du nombre de personnes qui, à minima, ont des hésitations sur lui, alors que rien n'est sorti jusque-là. Mais globalement, la situation du dopage aujourd'hui, elle fait ressortir plusieurs problèmes, à commencer par les conflits d'intérêts. Il faut savoir que souvent, les commanditaires des contrôles sont les fédérations ou les organisations qui organisent les compétitions. Par exemple, le CIO coordonne les contrôles lors des Jeux Olympiques. C'est un vrai problème. On se dit pourquoi ils vont s'auto-saboter en faisant ressortir tous les cas de dopage au détriment du show et des audiences. Ils ont vraiment aucun intérêt à ce que du moins les stars se fassent prendre. Alors on dit pas que ça manque de rigueur, mais ces conflits d'intérêts ils posent question. Ensuite, globalement, on a l'impression que ceux qui veulent tricher y arrivent parce qu'ils y mettent des gros moyens et ils arrivent à surpasser les contrôles. Et ceux qui sont innocents, à la moindre petite erreur de leur part, ils se font prendre. Et leur nom est terni à vie. Donc on est dans une situation où finalement ça fonctionne à l'envers et il faudrait tout renverser pour rétablir une sorte d'équité. Mais d'un autre côté, on a une lutte antidopage qui semble progresser. La grosse avancée, elle est médiatique, tu vois, ben là on en parle. Voilà, on peut parler du dopage, on sait qu'il y en a. On n'a pas tout le dessous de toutes les affaires, mais on sait que voilà, c'est possible et donc on en parle. Donc ça, c'est quand même une avancée majeure. La deuxième avancée, c'est que les sportifs de haut niveau témoignent de plus en plus grâce aux réseaux sociaux qu'on montre souvent du doigt, mais au moins ils ont ce mérite de parfois leur dépression, leurs difficultés et leur bien-être commence à devenir une priorité. La gagne à tout prix commence, je pense, pour certains athlètes, même renommés, Osaka, tout ça, fait passer quand même sa santé avant. Donc ça, c'est un point positif. Donc il y a du progrès, mais la marge de progression est encore plus grande que le progrès qui a été fait. Et il va falloir notamment renforcer cette lutte parce que le dopage existe partout, à tous les niveaux et à tous les sports. Personnellement, je serais pour des sanctions plus strictes pour vraiment dissuader les athlètes de se doper. Évidemment, les contaminations accidentelles, ça arrive, mais peut-être en cas de récidive ou en instaurant un quota, on pourrait envisager une suspension à vie si la triche est intentionnelle, parce qu'il y en a marre de la triche. Un joueur clean face à un joueur qui est chargé comme une mule, c'est pas possible. Donc le monde du sport professionnel, je le disais, c'est un peu un reflet de notre monde et de notre société. Certains veulent dominer et être supérieurs aux autres, quitte à mettre leur santé et leur vie en danger. Et on peut arriver à des injustices où les tricheurs s'en sortent et les innocents sont punis, comme dans la société. Le but, ça va être de limiter ces dysfonctionnements et d'avoir un sport qui est le plus propre possible. Donc voilà, c'était une vidéo un peu spéciale pour essayer de comprendre le dopage. Évidemment non exhaustif parce qu'il faudrait vraiment des heures pour tout balayer. Mais globalement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du dopage et si un jour vous pensez qu'on arrivera à un sport plus juste, plus propre, ou si pour vous le dopage c'est plutôt peine perdue. Prenez soin de vous, c'est le plus important, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!